Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz. Ce soir, si je ne m'abuse, nous en arrivons à notre 5e live sur cette œuvre, sur ce recueil de nouvelles. Et ce soir, nous lirons deux nouvelles. Nous lirons la nouvelle Dodo et la nouvelle Jojo. Donc voilà, c'est pour le mois original. Si vous voulez le détail du programme de cette émission, je vous invite en rediffusion sur YouTube à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo, où se trouve le chapitrage avec les timecodes, etc. Donc voilà, ça va vous permettre de passer l'introduction du live, de passer la pause que j'effectuerai entre les deux nouvelles, et puis d'aller directement à la nouvelle qui vous intéresse. Voili voilou. Écoutez les gens, c'est un grand jour, en tout cas c'est une belle période et mêlée de tout un tas de sentiments différents, puisque on arrive sur la fin de saison de cette année, on arrive dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine, et oui, dans une semaine pile, pour être très précis, le lundi 21 décembre 2020 aura lieu le dernier live de l'année sur la chaîne Planétéo. Et donc ensuite je reviendrai après une petite pause festival, ça se dit pas, mais bon bref, une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Je reviendrai d'ici début janvier. Je pense début janvier, au tiers de janvier, peut-être un truc comme ça. Je reviendrai sur Twitch avec la suite des événements, la suite des festivités. Tout reprendra. Je pense pas qu'il y aura de grands changements pour cette saison. Tout reprendra, je pense, à savoir les lives de lecture les mardis et vendredis 21h. D'ailleurs, il y en a encore un à venir où on terminera le sanatorium au croque-mort. D'ailleurs, le live d'aujourd'hui risque d'être très très court, parce que c'est deux nouvelles de 10 pages. Et vendredi, lorsqu'on terminera l'œuvre, ça sera 3 nouvelles, et ça devrait durer une durée moyenne d'un épisode de lecture sur ma chaîne, à peu près. Voilà, voilà. Donc je reviendrai avec les lives de lecture en janvier, ça c'est une évidence, c'est l'émission phare entre guillemets de ma chaîne, si je puis dire. Donc c'est vraiment sûr que ça revient, ça y a pas de souci. Je reviendrai certainement avec les émissions de découverte de l'univers de League of Legends le dimanche à 15h, même si pour le moment c'est déjà terminé pour cette année, le dernier épisode a eu lieu dimanche dernier. Donc voilà, c'en est terminé des découvertes pour cette année, mais ça reviendra certainement en janvier. Je reviendrai également avec des lives chaotiques, comme j'appelle ça, donc des lives qui sont pas forcément prévus pour être réguliers toutes les semaines à des créneaux fixes, mais c'est clair et net que je reviendrai avec des lives chaotiques de gaming, notamment peut-être sur Sea of Thieves, notamment peut-être sur d'autres jeux, pourquoi pas se lancer dans de nouveaux jeux, pourquoi pas, j'ai fait l'acquisition de plusieurs petites pépites, dont les jeux South Park, ça me donne très envie de les faire en live, dont également Don't Starve et Don't Starve Together, donc pourquoi pas, ça pourrait être un bon truc pour l'année prochaine. Il y a tout un tas de choses en suspens, en fait, il y a tout un tas de choses en réflexion aussi, et il y a plein de choses qui peuvent apparaître ou revenir. C'est le cas par exemple de l'émission Ça me rappelle une histoire, dont on a fait une édition ce week-end. C'était le 13e numéro de cette émission, et c'était un thème écriture, donc c'était tout particulier. J'ai un peu changé les règles de cette émission pour cette édition particulière, et ça a été vraiment une très agréable surprise, parce que je m'attendais à galérer. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué à mettre en place que les lives habituels de Ça me rappelle une histoire, et au final ça m'a beaucoup plu, et ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc on est sorti de cette soirée avec un texte intégralement écrit par ma personne, mais sur vos suggestions, et voilà, avec pas mal de... de phrases ou de morceaux de phrases de ci de là qui viennent directement de vos propositions sur le chat. Donc ça a été vraiment une très belle expérience, je trouve, et un très beau partage, une très belle interaction. J'ai beaucoup apprécié ça entre nous tous, et ouais, j'ai vraiment kiffé, et j'espère réitérer l'expérience, pourquoi pas, et revenir également avec des Ça me rappelle une histoire plus classique. Je vois que l'écoute aux portes vient de s'abonner de nouveau pour un 2e mois. Merci beaucoup l'écoute aux portes, ça me fait extrêmement plaisir. Oh, il y a même un petit bouton merci maintenant, c'est excellent.
Oh, c'est excellent, c'est super bien fait ça. Bref, merci l'écoute aux portes pour ce resub, ça me fait très plaisir. Donc oui, dès ça me rappelle une histoire avec un format un petit peu écriture devrait revenir l'an prochain. Dès ça me rappelle une histoire avec un format plus basique devrait également revenir l'an prochain. Sachant que ce qu'on a écrit ensemble ce samedi sera disponible sur mon Wattpad. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Wattpad au nom de Planétéo, où vous pourrez trouver des chroniques, des nouvelles, des poèmes et un roman. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai écrit. Et sachez que sur mon Wattpad, je publierai le texte. Je sais pas encore exactement comment je vais faire la chose, mais je vous préviendrai sur les réseaux, Facebook, Twitter, Discord. Je pense créer en gros une œuvre sur Wattpad qui centralisera tout ce qu'on aura écrit ensemble en live, lors des lives. Ça me rappelle une histoire écriture. Et du coup, ouais, je pense que chaque texte sera un chapitre, entre guillemets. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Donc voilà, sachez que je publierai bientôt ce texte qu'on a écrit ensemble, sans oublier bien sûr de mentionner tous ceux qui ont participé à l'écriture de cette histoire. Je trouve ça normal, et ouais, ça a été vraiment très cool. Ça a été vraiment très très cool, très bonne expérience. Donc voilà, maintenant vous le savez, tout ça reviendra, je pense, à 90% sûr, en 2021. Mais avant ça, les amis, on a encore des petites choses nouvelles, des petites surprises qui arrivent pour la semaine à venir, puisque, en plus du live de ce soir et du live de vendredi à 21h de lecture pour terminer la lecture du recueil Le Sanatorium au croque-mort de Bruno Schulz, il y aura également 2 lives tout particuliers pour terminer la saison. 2 lives vraiment spéciaux que je promets et dont je parle depuis longtemps, qui me font vibrer aussi depuis longtemps, mais qui sont pas faciles à mettre en place. Et pour ces raisons, je suis à la fois totalement exalté, totalement excité, et à la fois totalement stressé, totalement dans la peur, dans la frayeur de voir comment ça va évoluer. Mais sachez que je vous arrive ce dimanche, donc dimanche 20 décembre, à 20h30, pour le début, la première séance de mon jeu de rôle, qui aura pour joueur Mirani, le Jérôme légendaire, et Jumpy, notre Jumpy national, pour un jeu de rôle science-fiction, je n'en dirai pas beaucoup plus, qui aura pour titre Terres Hostiles. C'est un univers et c'est un système de jeu créé par ma personne, créé par mes petites mains. Je vous laisserai découvrir ça dimanche pour ceux qui seront là, et j'espère que ça vous plaira. J'appréhende énormément et je sens que voilà, il y aura plein d'imprévus et notamment d'imprévus techniques. J'espère simplement qu'il n'y aura pas d'imprévus techniques tellement importants que ça me force à annuler le live ou à le couper plus de manière, comment on dit, prématurée. Mais bon, on va croiser les doigts et d'ici là, je vais encore travailler un max sur ce projet pour essayer qu'il soit le plus léché et le plus agréable possible pour tout le monde. Donc voilà, ça sera... En fait, c'est vraiment une fin d'année en mode expérimentation. Parce que le live de ce week-end d'écriture, ça me faisait aussi très stresser, c'était aussi une grande première. Le live de jeu de rôle de ce dimanche à 20h30, pareil, c'est une grande première et ça me fait stresser et ça met en branle tout un tas de choses techniques, tout un tas de systèmes, tout un tas de démarches, parce que voilà, il faut que moi j'écrive le scénar, il faut que je trouve mes joueurs, il faut qu'on arrive à régler les caméras, il faut qu'on arrive à se trouver un soir ensemble, enfin bon bref, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et encore un autre live un petit peu spécial pour cette fin d'année, puisque, ça y est, ça arrivera, peu importe les conditions, même si en ce moment j'ai un peu la voix cassée et le nez bouché, ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Ça arrivera, le dernier live de l'année sera lundi 21 à 21h, et ce sera un mini-concert acoustique, guitare, chant, sur 10 chansons, que je prépare depuis très longtemps, mais voilà, je suis totalement amateur, et je le prépare pas non plus tous les jours, même si justement... Cette semaine, je vais le faire tous les jours, pour bien m'échauffer, pour bien m'entraîner avant d'arriver à lundi. Mais c'est vrai que je stresse à l'infini et que je ne vous promets pas encore une fois une qualité incroyable, mais je vous promets de faire de mon mieux
que ce soit sur l'interprétation, sur le chant, sur la guitare, mais aussi sur le côté technique. Je vais essayer de m'arranger pour avoir un son pas trop dégueulasse. Et puis voilà, on va essayer de faire le maximum pour que tout soit au top de mon niveau. Et si c'est pas génial, tant pis, c'est une expérience, c'est un essai, et ça nous permet de nous poser des questions, de nous focus sur ce qui va pas, d'améliorer tout et de vous revenir avec une meilleure émission la prochaine fois, que ce soit en termes d'écriture, en termes de jeu de rôle, en termes de musique, peu importe, toute expérience est bonne à prendre et j'ai vraiment hâte que tout cela arrive. Voilà, je pense que cette fois-ci je vous ai fait le programme de la fin d'année, les possibles pronostics de ce que sera l'année 2021. Je pense que j'ai fait grosso modo le tour, et donc vous l'aurez compris, y compris le live de ce soir, il nous reste 4 lives à partager ensemble avant la fin de l'année, étalés sur cette semaine. Bonsoir, c'était sympa ce live d'écriture, c'est vrai, no stress, tu y vas avec ta grande motivation, c'est l'essentiel. Ah bah ça fait plaisir les Cotoportes, merci beaucoup de ton soutien et de tes encouragements. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en ma compagnie ce soir les amis, comme d'habitude. Je vous inviterai à prendre à boire et à manger peut-être pour suivre cette émission. Santé à tous. Et je vais aller rapidement dans la lecture ce soir. Parce que comme je le disais, nous ne lirons que 2 nouvelles et 2 nouvelles relativement courtes. Donc voilà, je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet rapidement. Je ferai du coup une lecture intégrale de la nouvelle Dodo, puis une pause, puis la lecture intégrale de la nouvelle Jojo, ou Jojo. Je sais pas comment je vais le prononcer, je pense que je vais dire Jojo, hein. Ça me paraît plus logique. Et puis, écoutez, on est bon, je sais vraiment pas à quoi m'attendre sur ces nouvelles, avec des titres aussi particuliers. Ouais, je suis vraiment dans l'expectative, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Surtout que, la dernière fois, si je dois encore me répéter, en vrai je le répète parce que c'est plutôt sympa, la dernière fois nous avons lu la nouvelle La Morte Saison, qui était sympathique, et nous avons lu la nouvelle Le Sanatorium au Croque-Mort, donc la nouvelle éponyme du recueil, qui à titre personnel est ma favorite pour le moment de Bruno Schulz. Même avec le recueil de nouvelles Les Boutiques de Cannelle, je pense pas que ça soit... Je pense pas qu'il y en ait une qui soit devant pour moi. Et je vous conseille du coup cette nouvelle de l'épisode précédent qui est vraiment très très bien écrite je trouve, et qui présente beaucoup d'éléments différents, enfin elle est vraiment complète, il y a vraiment de tout dans cette nouvelle, elle est vraiment agréable. Bref, trêve de bavardage, entamons directement la lecture du soir et je te souhaite une bonne écoute les couteaux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause, on est parti. Dodo. Il venait chez nous le samedi après-midi, vêtu d'une redingote sombre et d'un gilet de piqué blanc, avec un gibus qui avait dû être confectionné sur mesure, vu les dimensions de son crâne. Il venait pour s'attarder un quart d'heure ou deux devant un verre de sirop de framboise à l'eau, rêver, le menton appuyé sur le pommeau d'ivoire de sa canne qu'il tenait entre les genoux, méditer en regardant la fumée bleue de sa cigarette. Généralement, d'autres parents nous rendaient visite à ce moment, et, pendant une conversation à bâton rompu, Dodo restait à l'écart, descendu au rôle de figurant dans une réunion familiale. Il se taisait, et ses yeux sous de superbes sourcils allaient d'une personne à l'autre, cependant que son visage s'allongeait progressivement, comme s'il sortait de ses gonds, et devenait tout à fait stupide, car en suivant la conversation avec avidité, Dodo en perdait le contrôle. Il ne parlait que lorsqu'on s'adressait directement à lui. Il répondait alors aux questions, mais par monosyllabes, avec réticence, le regard fuyant, et seulement dans la mesure où les questions ne sortaient pas du domaine d'affaires simples et faciles à juger. Parfois, il réussissait à nourrir un échange de propos relatifs à d'autres questions, au-delà de ce domaine, grâce à la réserve de grimaces et de gestes dont il disposait, et qui, étant ambigus, lui rendaient des services appréciables pour remplir les creux de la parole articulée et maintenir l'illusion d'une réaction raisonnable. Mais ce n'était qu'une illusion, qui s'évanouissait bientôt. La conversation échouait misérablement, le regard de son interlocuteur se détournait lentement, pensif, tandis que Dodo, laissé à lui-même, revenait à son vrai rôle, celui de figurant,
d'observateur passif. Comment continuer la conversation avec quelqu'un qui, à la question « Avez-vous accompagné votre mère à la campagne ?», répond sur le mode mineur « Je ne sais pas ». Ceci étant la vérité triste et honteuse, car la mémoire de Dodo n'allait pas au-delà du moment présent. Dodo avait eu dans son enfance une grave maladie du cerveau, durant laquelle il était resté sans connaissance pendant plusieurs mois, plus proche de la mort que de la vie. Lorsqu'il en fut guéri, il était déjà hors circuit. Il ne faisait plus partie des gens raisonnables. Son éducation s'accomplit à la maison, avec beaucoup de ménagement, et plutôt pour la forme. Durs envers les autres, les exigences s'adoucissaient quand il s'agissait de Dodo, leur sévérité devenait indulgence. Il s'était créé autour de lui une zone privilégiée, comme un intervalle de sécurité, zone neutre qui le protégeait contre les assauts de la vie et de ses contraintes. Tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de cette zone étaient exposés aux attaques de la réalité. Ils pataugeaient bruyamment dans ces vagues, se laissant emporter, émus, entraînés par une étrange frénésie. À l'intérieur régnait le calme, c'était une pause, une césure au milieu du tumulte général. Ainsi grandissait-il, et son destin exceptionnel grandissait avec lui, indiscutable et n'éveillant aucune opposition de qui que ce fût. Dodo ne recevait jamais de costume neuf, seulement les costumes usés de son frère aîné. Tandis que la vie des garçons de son âge se divisait en phases, en périodes dont certains moments graves et symboliques marquaient les limites, anniversaire, examen, fiançailles, avancement. Sa vie à lui s'écoulait dans une monotonie que rien d'agréable ni de pénible ne venait jamais troubler. Et l'avenir, aussi, lui apparaissait comme une route égale et monotone, sans fait saillant, sans surprise. On se tromperait en pensant que Dodo refusait intérieurement cet état de choses. Il l'acceptait avec simplicité, comme la forme de vie qui lui était propre, sans étonnement, avec réalisme et un optimisme grave. Il s'en accommodait et organisait les détails dans le cadre de cette grisaille sans événement. Tous les jours avant midi, il faisait une promenade, en suivant toujours le même trajet, les mêmes 3 rues qu'il longeait jusqu'au bout, pour revenir par le même chemin. Vêtu d'un complet de son frère, élégant bien qu'usé, tenant une canne dans ses mains croisées derrière son dos, il marchait avec distinction et sans hâte. On pouvait le prendre pour un monsieur en voyage d'agrément visitant la ville. Ce manque de précipitation, cette absence d'une direction ou d'un but, qui apparaissait dans ses mouvements, prenait parfois des formes difficiles à admettre, car Dodo avait tendance à s'arrêter bouche bée devant les portes des magasins, devant des ateliers où l'on frappait des coups de marteau, voire devant des gens en train de discuter dans la rue. Sa physionomie avait mûri de bonne heure, et chose étrange, alors que les épreuves et les secousses s'arrêtaient au seuil de cette vie, laissant intact son vide, les traits de Dodo s'étaient modelés d'après ces mêmes expériences qui passaient loin de lui. Il semblait anticiper une biographie non réalisée, à peine esquissée au niveau des possibilités, biographie qui eût façonné, sculpté ce visage en lui donnant l'apparence d'un masque de grand tragédien, marqué par la connaissance de la tristesse des choses. Ses sourcils dessinaient 2 arcs parfaits, plongeant dans l'ombre de grands yeux tristes, profondément cernés. Des 2 côtés du nez se creusaient 2 rides abstraites de souffrance, de sagesse illusoire, descendant jusqu'au coin de la bouche et atteignant le menton. Ses lèvres petites et charnues se serraient dans une grimace douloureuse, tandis qu'un coquet nœud papillon lui conférait un air de vieux beau. Il était inévitable que sa situation privilégiée et exceptionnelle fût éventée, flairée par la méchanceté humaine, féroce, malicieusement tapie, et toujours affamée de victimes. Ainsi, au cours de sa promenade matinale, il avait de plus en plus souvent des compagnons, et en vertu de sa situation privilégiée et exceptionnelle, c'étaient des compagnons d'une espèce particulière, dénués de tout esprit de camaraderie, sans communauté d'intérêts avec lui, franchement des compagnons peu flatteurs. Généralement des garçons bien plus jeunes que lui, attirés par cet aîné digne et sérieux. Leurs propos avaient un ton de gaieté, de plaisanterie, qui, on ne peut le nier, était pour Dodo une chose agréable et vivifiante. Lorsqu'il marchait ainsi au milieu d'une bande rieuse qu'il dépassait d'une tête, il avait l'air d'un philosophe péripatéticien entouré de ses disciples. Dessous son masque de grave tristesse s'échappait alors un sourire frivole, luttant contre la dominante tragique de son visage. À présent, Dodo rentrait en retard de ses promenades. Il en revenait les cheveux en bataille, et les vêtements quelque peu en désordre, mais animé, et enclin à de joyeuses controverses avec Charlotte, une cousine pauvre recueillie par tante Laetitia. D'ailleurs, comme s'il avait conscience du peu d'honneur que lui faisaient ces rencontres, Dodo se montrait à la maison d'une entière discrétion à leur sujet.
Une fois ou deux seulement dans cette vie monotone, se produisirent des événements que leur format fit saillir au-dessus de la nappe unie des faits quotidiens. Une fois, sorti le matin, il ne revint pas à déjeuner. Il ne revint pas non plus le soir, ni le lendemain. Tante Laetitia était au bord du désespoir. Il rentra enfin le second soir, un peu fripé, son gibus enfoncé de travers, mais sain, sauf, et l'âme en paix. Il fut difficile de reconstituer l'histoire de cette fugue sur laquelle Dodo garda un silence absolu. Probablement, à la suite d'une distraction au cours de sa promenade, s'était-il trouvé dans un quartier étrange de la ville. On pouvait supposer que les jeunes péripatéticiens l'y avaient aidé, car ils aimaient mettre Dodo dans des situations nouvelles. Ou peut-être, était-ce un de ces jours où Dodo donnait congé à sa pauvre mémoire, oubliant son adresse et même son nom, et la date du jour dont, autrement, il se souvenait toujours. Nous ne connûmes jamais les détails de cette aventure. Quand le frère de Dodo fut parti à l'étranger, la famille se trouva réduite à 3 à 4 personnes. En plus de l'oncle Jérôme et de la tante Laetitia, il y avait la cousine Charlotte qui remplissait le rôle de gouvernante dans leur grande maison. L'oncle Jérôme ne quittait plus sa chambre depuis plusieurs années. Depuis que la Providence lui avait doucement retiré des mains le gouvernail du navire de sa vie, délabré et échoué sur un bord de sable, il menait une existence de rentier sur l'étroit territoire qui lui avait été imparti entre le couloir et son obscure alcôve. Vêtu d'une longue robe de chambre qui retombait jusqu'à terre, il se tenait au fond de sa chambre et se couvrait de poils de jour en jour plus fantastiques. Une longue barbe poivre et sel, presque blanche au bout, entourait son visage, mangeait à moitié ses joues, ne laissant voir qu'un nez aquilin et des yeux dont les blancs brillaient à l'ombre des sourcils touffus. Dans la prison exiguë, où, grand fauve, il était condamné à tourner en rond devant la porte vitrée menant au salon, il y avait 2 énormes lits de chêne, gîtes nocturnes de l'oncle et de la tante, et une grande tapisserie qui recouvrait tout le mur du fond, forme imprécise émergeant du clair-obscur. Une fois que les yeux s'étaient habitués à l'obscurité, au milieu de palmiers et de bambous surgissait un énorme lion, puissant et sombre comme un prophète, majestueux comme un patriarche. Tout en se tournant le dos, le lion et l'oncle Jérôme sentaient mutuellement leur présence, et ils se haïssaient. Par moments, le lion, agacé, se soulevait sur ses pattes postérieures, hérissait la crinière, tendait le cou, et son rugissement roulait autour de l'horizon assombri. Parfois, c'était l'oncle Jérôme qui subjuguait le lion par une tirade pathétique, dont les grands mots jaillissaient de sa bouche, tandis que sa barbe ondoyait dans le souffle de l'inspiration autour du masque sévère de son visage. Alors, les yeux du lion se rétrécissaient douloureusement, il tournait lentement la tête, se recroquevillait, dompté par la puissance de la parole divine. Ce lion et ce Jérôme remplissaient la sombre alcôve d'une dispute éternelle. L'oncle Jérôme et Dodo passaient outre, si l'on peut dire, l'un à l'autre, vivant dans 2 dimensions différentes qui se rencontraient parfois sans jamais se toucher. En se croisant, leurs regards passaient au-delà, comme ceux d'animaux appartenant à 2 espèces éloignées. Ils ne s'aperçoivent pas, incapables de retenir une image étrangère qui traverse leur conscience sans se fixer. Ils ne se parlaient jamais. Lorsqu'on se mettait à table, la tante Laetitia, assise entre son mari et son fils, constituait une frontière entre 2 mondes, isthme séparant 2 mers de folie. L'oncle Jérôme était inquiet et agité, sa longue barbe glissait dans son assiette. En entendant grincer la porte de la cuisine, il saisissait à 2 mains son bol de soupe, s'apprêtant à fuir dans l'alcôve au cas où un étranger entrerait dans la maison. La tante Laetitia le calmait. « N'aie pas peur, il n'y a personne, c'est la bonne. » Alors Dodo jetait à son père un regard de colère, voire d'indignation, et marmonnait, l'air fâché. « Vieux fou !» Avant d'être affranchi des contingences trop compliquées de la vie et de recevoir la permission de se retirer dans son refuge solitaire, l'oncle Jérôme avait été un homme d'une toute autre espèce. Ceux qui l'avaient connu dans sa jeunesse racontaient que sa nature effrénée ne connaissait alors aucune limite, aucun scrupule. Il parlait avec satisfaction aux malades incurables de la mort qui les attendait, s'en prenait à haute voix, injurieusement, aux gens qui avaient des problèmes personnels désagréables, et cherchait à les dissimuler. Mais une nuit, il revint de voyage transformé, fou de terreur, essayant de se cacher sous le lit. Quelques jours plus tard, la famille apprit que, dépassé par ses affaires douteuses et risquées, l'oncle Jérôme renonçait à tout, définitivement, pour commencer une vie nouvelle, soumise à une règle sévère bien que, pour nous, incompréhensible. Le dimanche après-midi, nous nous rencontrions tous chez tante Laetitia pour un petit goûter de famille. Oncle Jérôme ne nous reconnaissait pas.
Enfermé dans son alcôve, il jetait sur cette réunion, à travers la porte vitrée, des regards sauvages et angoissés. Pourtant, il quittait parfois son ermitage, vêtu de sa longue robe de chambre, la barbe flottante autour du visage. Faisant des mains le geste de nous séparer, il disait « Maintenant, je vous en supplie, partez. Dispersez-vous sans faire de bruit, sans attirer l'attention. » Puis levant un doigt mystérieux, il ajoutait à voix basse « On en parle déjà partout. Dida. » La tante le poussait doucement vers la porte. Il se retournait encore sur le seuil, menaçant, le doigt levé, et il répétait « Dida. » Dodo comprenait les choses lentement, pas du premier coup, et quelques instants d'un silence consterné s'écoulaient avant que la situation s'éclaircît dans son esprit. Alors, faisant des yeux le tour de l'assemblée comme pour s'assurer que quelque chose de drôle venait de se produire, il éclatait de rire, bruyamment, avec satisfaction, hochait la tête d'un air de commisération, en s'esclaffant « Vieux fou !» La nuit tombe sur la maison de tante Laetitia. Les vaches, après la traite du soir, se frottent contre les planches de l'étable. Les filles dorment déjà à la cuisine. Des ballons d'air nocturnes affluent du jardin et éclatent dans la fenêtre ouverte. Tante Laetitia dort au fond de son grand lit. Sur l'autre lit, l'oncle Jérôme est assis au milieu des oreillers. Il ressemble à un hibou. Ses yeux brillent dans l'obscurité. Sa barbe se déverse sur ses genoux remontés. Il descend lentement du lit et, sur la pointe des pieds, s'approche de la tente. Il est là, au-dessus de l'endormi, chat ramassé prêt à bondir, les sourcils et les moustaches hérissés. Le lion sur le mur émet un bref bâillement et détourne la tête. La tante se réveille, effrayée de voir ce visage hirsute, aux yeux étincelants. « Va te coucher, » dit-elle, en le chassant de la main comme elle chasserait un coq. Il s'ébroue, recule, se retourne nerveusement. Dans une autre chambre, Dodo est couché dans son lit. Il ne sait pas dormir. Le centre du sommeil ne fonctionne pas bien dans son cerveau malade. Dodo s'agite, se roule dans les draps, se met sur un côté puis sur l'autre. Le sommier grince. Dodo pousse de profonds soupirs, remonte les oreillers. Ce n'est pas la vie vécue en proie au désespoir qui s'agite ainsi, tourne en rond comme un chat en cage. Dans le corps de Dodo, ce corps de simple d'esprit, quelqu'un vieillit sans avoir vécu, quelqu'un mûrit et approche de la mort, quelqu'un qui n'a pas un atome de contenu. Brusquement, un sanglot terrifiant déchire l'obscurité. Tante Laetitia accourt. « Qu'as-tu, Dodo? Tu as mal ?» Dodo la regarde, étonné. « Qui ça ?» demande-t-il. « Pourquoi gémis-tu » demande la tante. « Ce n'est pas moi, c'est lui. »« Qui donc, lui ?»« L'emmuré. »« Qui ?» Mais Dodo fait un grand geste de découragement. « Ah !» Il se retourne vers le mur. Tante Laetitia revient dans sa chambre sur la pointe des pieds. À son passage, oncle Jérôme lève un doigt menaçant. « On en parle partout. Dida. » Et c'est la fin de la nouvelle Dodo, sur une traduction de Thérèse Douchy. Ça sera donc également la fin de la première phase de lecture de ce soir. Nous marquons une courte pause, les amis. Et je vois qu'il y a eu un petit follow. Alors, ton pseudo est un peu complexe à dire, je crois. Merci pour ton follow, Dielios. J'espère bien le prononcer. N'hésite pas à me reprendre si je m'y prends mal. Mais en tout cas, merci pour ton follow, Dielios. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde, je suis en train d'écouter Peter Pan sur ta chaîne YouTube. Je m'abonne car j'adore ta façon de lire. Ah, merci Dielios, ça fait extrêmement plaisir. Et ça me fait d'autant plus plaisir quand certains d'entre vous ont la curiosité de passer de YouTube à Twitch ou de Twitch à YouTube, etc. Donc merci beaucoup Dielios. Ça me touche. Et je suis heureux que la lecture de Peter Pan te plaise. Eh bien, ouais, c'est assez spécial. La lecture de ce soir, j'arrive pas trop à me fixer sur ce que j'en pense. On repart sur des nouvelles très très courtes. Alors ça a déjà été le cas de certaines nouvelles précédentes dans ce recueil, mais les nouvelles courtes de Bruno Schulz sont parfois un peu dures à suivre, en tout cas dans ce recueil je trouve. Et là du coup, je sais pas trop ce qu'il faut y voir. J'ai l'impression qu'on repart sur quelque chose de très classique, c'est-à-dire Schulz qui
qui narre des moments de quotidien tout à fait banals. Donc là, en parlant de sa famille, et en parlant des membres de sa famille, et plus du coup du quotidien de sa famille, il se prend pas tellement en tant que personnage principal. En tout cas, le narrateur se prend pas en personnage principal. Donc ça, voilà, ça change un petit peu la manière de raconter, etc. C'est intéressant de varier en vrai. Donc ça, c'est agréable, je trouve. Ce que je trouve très étonnant, c'est que vraiment, il se raconte pas grand-chose dans cette nouvelle, et pourtant, je la trouve intéressante. J'ai l'impression qu'elle a des petites touches. Alors, elle a à la fois des touches schultziennes, si je peux dire, dans ses côtés un petit peu quotidien banal, mêlé à du fantastique merveilleux, et à de la poésie très belle, et ainsi de suite. Mêlé à des petites touches de Kafka, dans le sens où il y a vraiment un côté très sur l'étrangeté, sur l'absurde de la situation, avec des éléments fantastiques étranges. Enfin, le délire du lion et le délire de Dida, c'est un petit peu particulier. Et ça me fait penser également, pour la première fois, je pense, à une petite touche Lovecraftienne. C'est bizarre, j'ai l'impression que ma caméra, elle a du mal à faire le point ce soir. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait toute floue. C'est peut-être à cause de mon sweat bleu, je sais pas. Enfin bon, bref. Mais oui, j'ai l'impression pour la première fois aussi de retrouver des petites touches Lovecraftiennes en quelque sorte. En tout cas, voilà, une petite sensibilité qu'ils pourraient avoir en commun. Mais je retrouve un peu de touches Lovecraftiennes dans le côté encore une fois étrange. Et dans le côté aussi, une chose qu'on voit très souvent chez Lovecraft, c'est un espèce de mystère caché par des imbéciles, etc. etc. hein. Désolé d'employer ces termes, mais c'est souvent le cas. Il y a souvent une mise en scène de personnes qui soit sont bêtes, enfin en tout cas décrits comme bêtes, soit décrits comme bah voilà, là ayant des soucis de santé a priori, avec ce problème de mémoire directe, etc. Et aussi le personnage de Jérôme du coup, dont on sait pas vraiment ce qu'il a traumatisé, mais qui a eu un traumatisme qui a changé sa vie et ainsi de suite. Et, et du coup, ouais, je retrouve un peu une patte Lovecraftienne là-dedans, parce que le personnage de Jérôme, avec ses mots très cryptiques, très mystérieux, et son fameux... alors attendez, je vous le relis, mais... Son fameux... on en parle partout, Dida, et où on sait pas trop de quoi il parle, et l'espèce d'acte de folie, de fin de nouvelle avec Dodo qui crie et qui dit c'est l'emmuré, c'est pas moi. J'ai presque l'impression là pour le coup de complètement balancer dans le fantastique, et notamment le fantastique à la Lovecraft, avec ouais, quelque chose de mystérieux, d'étrange, d'indicible, d'inracontable qu'on va pas expliquer, qui est juste, ouais, qui forme une sorte de mythologie où là presque, en tout cas à titre personnel, c'est mon ressenti, hein, encore une fois bien sûr, mais à la fin de cette nouvelle, j'ai l'impression qu'il y a un esprit dans le mur ou je sais pas quoi, un fantôme ou j'en sais rien, qu'il y a peut-être un double de Dodo qui s'appellerait Dida et qui vit dans les murs ou j'en sais rien, mais il y a un truc très bizarre, il y a un truc très chelou. J'ai bien aimé quand il parle de la bulle faite autour d'une personne fragile. Il y avait de belles images. Ouais, clairement. Mais je trouve que Schultz est très très doué dans le fait de s'accrocher sur des détails du quotidien pour les rendre très poétiques. Et enfin voilà, c'était bref mais bien écrit comme nous dit l'écoute aux portes, j'ai pas forcément davantage à commenter sur cette nouvelle. C'était sympathique à découvrir et puis on va poursuivre directement avec une deuxième nouvelle qui sera également la dernière de ce soir les amis. Et cette fois-ci c'est pas Dodo, c'est Jojo. Il a décidé de faire toutes les lettres de l'alphabet, de faire toutes les combinaisons possibles. Donc on va voir de quoi il en retourne. Encore une fois c'est une nouvelle assez courte de 10 pages. Donc le live d'aujourd'hui ne va pas durer bien longtemps, mais ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, et je vous avoue que je savais pas trop comment découper cette fin, parce que si je faisais 5 nouvelles aujourd'hui, bah c'était dommage je trouve, parce que du coup il n'y aurait pas eu de live vendredi, et vu que c'est la fin de saison, j'avais envie de faire des beaux lives et tout. Et en plus ça aurait fait un live très très long aujourd'hui,
Donc du coup, tant pis, on aura peut-être aujourd'hui et vendredi des lives un petit chouïa bref. Je fais des phrases qui ne veulent plus rien dire à force. Mais bon, je préférais ça, je trouvais ça plus agréable pour terminer la saison. Donc du coup, sachez que en tout, maintenant je le sais, je peux vous l'affirmer, et vous l'aurez compris, la playlist Et si on lisait le sanatorium au croque-mort sur YouTube comptera 6 épisodes. Donc voilà, au moins vous êtes au courant qu'il y a 6 épisodes. N'allez pas chercher de 7ème épisode inutilement les amis. On va pouvoir s'y remettre. Encore une fois, je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute également à Dielios du coup. Dielios. J'espère le dire bien, en vrai, il y a plusieurs i comme ça, faut que je... Enfin bon, bref. Bonne écoute à toutes les deux, à tous les deux, je ne sais pas. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Jojo. 1. Dans une aile de la maison longue et étroite, au même étage que nous, sur cour, vit Jojo, avec sa famille. Depuis longtemps, Jojo n'est plus un petit garçon. Il est un homme adulte, doué d'une voix tonitruante et virile, avec laquelle il chante parfois des airs d'opéra. Jojo a une tendance à l'embonpoint, mais pas sous la forme spongieuse et molle, plutôt sous l'autre, athlétique et musclé. Il a les bras forts comme un ours. Hélas, ses jambes, tout à fait dégénérées et difformes, sont inutilisables. En regardant les jambes de Jojo, on a du mal à comprendre en quoi consiste en fait cette étrange infirmité. On dirait qu'elles ont trop d'articulations entre le genou et la cheville, au moins 2 de plus que les jambes normales. Rien d'étonnant si à l'endroit de ces articulations en surnombre, elles se plient pitoyablement, et ce non seulement à droite et à gauche, mais aussi vers l'avant, et dans tous les sens. Jojo se déplace donc à l'aide de 2 béquilles, d'une excellente fabrication, vernies façon acajou. Il descend avec elles tous les jours chercher le journal, et c'est là son unique promenade et son unique distraction. Il est pénible de le voir monter l'escalier. Ses jambes partent, par saccades irrégulières, d'un côté puis de l'autre, puis vers l'arrière. Elles se brisent à des endroits inattendus, tandis que les pieds, courts et hauts comme des sabots de cheval, heurtent les planches avec le bruit sourd de morceaux de bois. Mais une fois sur un terrain égal, tout d'un coup Jojo se transforme. Il se redresse en bombant le torse, son corps prend son élan. Appuyé sur les béquilles, il lance devant lui ses jambes qui retombent en 2 temps, puis il transporte les béquilles et d'un nouvel élan, il se projette en avant. Ainsi, grâce à des bonds et détentes du corps, Jojo conquiert l'espace. Parfois manœuvrant ses béquilles avec le trop-plein de forces accumulées dans une immobilité prolongée, il fait avec une passion réellement admirable la démonstration de cette héroïque méthode de locomotion, à l'émerveillement des servantes du premier étage et du rez-de-chaussée. Sa nuque se gonfle, 2 plis se dessinent sous son menton, tandis que sur son visage penché, autour de la bouche crispée par l'effort, apparaît furtivement une grimace douloureuse. Jojo n'a ni métier ni travail, comme si le sort, en l'affligeant de cette infirmité, l'avait en revanche libéré discrètement de la malédiction des enfants d'Adam. À l'ombre de son infirmité, Jojo profite pleinement de son droit exceptionnel à l'oisiveté, et dans son fort intérieur, il est content de ce contrat personnel conclu avec le destin. Pourtant, nous nous demandons parfois à quoi ce jeune homme de plus de 20 ans passe son temps. La lecture du journal l'occupe beaucoup. Jojo est un lecteur sérieux. Pas un entrefilé, pas une petite annonce n'échappe à son attention. Et lorsqu'il arrive enfin à la dernière page du journal, cela ne veut pas dire que l'ennui l'attend le reste de la journée. Oh, pas du tout. C'est alors que le vrai travail commence, et Jojo s'en réjouit à l'avance. Après-midi, au moment où les autres font la sieste, il sort ses grands livres épais, les dispose sur la table près de la fenêtre, prépare la colle et les ciseaux, et se met à la tâche agréable de découper les articles les plus intéressants et de les incorporer dans les volumes, selon un ordre à lui. Les béquilles sont prêtes, à tout hasard, appuyées contre le parapet. Mais Jojo n'en a pas besoin, car il a sous la main tout ce qu'il lui faut, et les quelques heures jusqu'au goûter s'écoulent ainsi au milieu d'un travail appliqué. Tous les 3 jours, Jojo rase ses poils roux. Il aime cette occupation, et tous ses accessoires, l'eau chaude, la mousse de savon, et le rasoir lisse et doux. Tandis qu'il prépare le savon, qu'il affûte le rasoir sur une lanière de cuir, Jojo chante, ni artistement ni avec recherche, mais sans prétention et à tue-tête. Cependant, Adèle trouve qu'il a une voix agréable. Pourtant, à la maison, chez Jojo, tout ne semble pas être parfait. Il y a hélas entre lui et ses parents un désaccord très sérieux, dont les raisons nous restent cachées.
Nous n'allons pas répéter ici les ragots et nous nous limiterons à des faits établis. C'est généralement vers le soir, à la belle saison, quand la fenêtre de Jojo reste ouverte, que nous parviennent les bruits de cette mésentente. En fait, nous ne saisissons qu'une moitié du dialogue, c'est-à-dire la partie de Jojo, car les répliques de ses antagonistes cachés au fond de l'appartement n'arrivent pas jusqu'à nos oreilles. Il est difficile d'en déduire ce que l'on reproche à Jojo, mais à la façon dont il réagit, on devine qu'il est outré, presque poussé à bout. Ses paroles sont violentes et déraisonnables, dictées par une émotion extrême. Pourtant, tout hargneux qu'il soit, le ton en est misérablement poltron. « Oui, oui, crie-t-il d'une voix géniarde. Et alors? Quand ça, hier? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était vrai, eh bien, c'est papa qui ment. » Et ainsi de suite, durant des quarts d'heure, avec le seul agrément des éclats d'amertume et d'indignation de Jojo qui, en proie à une rage impuissante, se frappe la tête et s'arrache les cheveux. Mais parfois, et c'est là le clou de ces scènes, ce qui leur donne un piquant particulier, se produit ce que nous attendions en retenant notre souffle. Au fond de l'appartement, un vacarme retentit, une porte s'ouvre, des meubles tombent avec fracas, puis éclate un glapissement déchirant de Jojo. Nous écoutons bouleversés et honteux, tout en éprouvant l'atroce jouissance qu'éveille en nous l'idée du viol sauvage et fantastique commis sur la personne du jeune homme athlétique aux jambes impotentes. 2. Au crépuscule, lorsque la vaisselle du repas pris de bonne heure est lavée, Adèle s'assied sur le balcon, non loin de la fenêtre de Jojo. 2 longs balcons à 2 coudes chacun font le tour de la cour, l'un au rez-de-chaussée, l'autre à la hauteur du premier étage. L'herbe pousse entre leurs planches, et dans une fente entre 2 poutres jaillit même un petit acacia qui s'agite bien au-dessus des pavés. En plus d'Adèle, des voisins s'y tiennent assis, par-ci par-là, devant leur porte, affaissés sur des chaises et des tabourets. Ils se fanent, estompés dans le crépuscule, restent là, emplis de la fatigue de la journée, sacs ficelés et muets, attendant que l'obscurité les dénoue doucement. En bas, la cour s'imprègne rapidement de l'ombre qui afflue en vagues, mais plus haut, l'air refuse de renoncer à la lumière. Il brille d'autant plus clair que les choses en bas deviennent charbonneuses, se recouvrent d'un noir de deuil. Il brille clair, frémissant et miroitant, assombri seulement par les vols indistincts des chauves-souris. Cependant, en bas, le travail rapide et silencieux du crépuscule a déjà commencé. Des fourmis voraces y grouillent, dépeçant, mettant en lambeaux la substance des choses, la nettoyant jusqu'aux os blancs, jusqu'aux squelettes, aux côtes vaguement phosphorescentes sur ce triste champ de bataille. Des papiers blancs, des chiffons jetés aux ordures, tibias de lumière non consommés, durent le plus longtemps ronger des vers, n'en finissent plus de durer dans les ténèbres. Par moments, il semblerait que le crépuscule les a déjà engloutis, mais de nouveau ils sont là, ils brillent, tour à tour, perdus et retrouvés par les yeux emplis de scintillements. Mais déjà l'on cesse de distinguer entre les vestiges des choses et les illusions de l'œil qui, à ce moment précis, se met à divaguer. Alors chacun s'entoure de son aura propre, comme d'une nuée de moustiques, d'un essaim étoilé, frémissant au rythme des pulsations du cerveau, selon l'agencement délirant de l'hallucination. Maintenant commencent à monter de la cour des ramifications de souffle, encore incertaines de leur existence et déjà prêtes à y renoncer avant même d'avoir atteint notre visage. Ces traînées de fraîcheur dont la nuit d'été se double comme d'une soie. Et tandis que dans le ciel s'allument et s'éteignent les premières étoiles, le voile étouffant du crépuscule, tissé de tourbillons et de mirages, se détache très lentement, et la nuit s'ouvre dans un soupir profonde, rempli de la poudre astrale et du coassement lointain des grenouilles. Sans allumer la lampe, Adèle se met au lit, dans les draps froissés de la nuit précédente. Dès qu'elle a fermé les paupières, commence la course à travers tous les étages et tous les appartements de la maison. C'est seulement pour des non-initiés que la nuit d'été est oubli et repos. À peine finies les activités de la journée, au moment où le cerveau fatigué voudrait s'endormir et oublier, commence cette agitation désordonnée, ce grand chahut de la nuit de juillet. Dans les chambres et les alcôves retentissent des voix, le bruit d'allées et venues. À toutes les fenêtres s'allument les globes des lampes, même les couloirs sont éclairés, les portes s'ouvrent, se referment sans arrêt. Une seule grande conversation confuse, à demi ironique, se déroule, s'enroule, au milieu des malentendus à travers tous les rayons de cette ruche. À l'étage, on ne saisit pas bien ce que veulent ceux du rez-de-chaussée. On envoie des estafettes munies d'instructions urgentes. Des courriers galopent à travers la maison, montant et descendant l'escalier. Ils oublient les messages en route, sans cesse rappelés pour en entendre d'autres. Il reste toujours quelque chose à ajouter. L'affaire reste toujours en suspens.
et toute cette agitation pleine de plaisanteries et de rires ne conduit à aucun dénouement. Seules quelques chambres à l'écart ne participent pas au grand désordre de la nuit. Elles possèdent leurs temps à part, mesurés par le tic-tac des horloges, monologue du silence, et par la respiration profonde de leurs occupants. Là reposent les nourrices plantureuses gonflées de lait, agrippées au sein de la nuit, les joues brûlant d'extase, et les bébés déambulent dans leur sommeil les yeux fermés. Petits animaux flaireurs et caressants, ils avancent sur la carte bleue des veines, sur les plaines blanches des seins. Ils rampent cherchant avec leur visage aveugle l'ouverture tiède, l'entrée de ce rêve. Enfin la bouche trouve le biberon du sommeil, la mamelle de sûreté pleine d'un doux oubli. Ceux qui dans leur lit ont attrapé le sommeil ne le lâchent plus. Ils luttent avec lui comme avec un ange qui essaie de leur échapper, tant qu'ils ne l'ont pas vaincu. Écrasés contre les draps, alors ils se mettent à ronfler à tour de rôle. On dirait qu'ils se disputent, qu'ils se reprochent avec colère, lui et eux, l'histoire de leur haine. Et lorsque ces rancunes et ressentiments se sont tus, apaisés, que le tumulte s'est perdu, dispersé dans les coins, et qu'une chambre après l'autre tombe dans le non-être, alors le commis-léon monte à tâtons l'escalier, ses chaussures à la main, et cherche dans le noir le trou de la serrure. Comme toutes les nuits, il revient d'un mauvais lieu, les yeux injectés de sang, secoué par le hoquet, un fil de salive coulant de sa bouche entr'ouverte. Dans la chambre de M. Jacob, une lampe brille sur la table, tandis que lui-même, penché sur des papiers, écrit une lettre à Christiane Seipel et fils, filatures et tissages mécaniques, une longue lettre de plusieurs pages. Les feuillets s'empilent sur le plancher, mais ce n'est pas fini, loin de là. Parfois M. Jacob bondit et se met à courir autour de la chambre, les mains plongées dans ses cheveux ébouriffés, et tournoyant ainsi, il arrive qu'il monte au mur, survole les papiers peints, grand moustique flou se heurtant contre les arabesques, puis il redescend sur le plancher pour continuer sa course circulaire et inspirée. Adèle dort profondément, la bouche entr'ouverte, son visage allongé a l'air absent, mais les paupières fermées sont transparentes, et sur leurs minces parchemins, la nuit trace sa charte, mi-texte, mi-image, couverte de ratures, de corrections et de gribouillis. Jojo, dans sa chambre, fait des exercices avec les haltères. Il faut que ses bras soient très forts puisqu'il remplace ses jambes impotentes. C'est pourquoi il s'entraîne en cachette, avec acharnement, des nuits entières. Adèle vogue en arrière, vers l'absence. Elle ne peut pas crier, appeler, empêcher que Jojo ne sorte par la fenêtre. Jojo escalade le parapet sans l'aide des béquilles, et Adèle regarde avec angoisse. Ses jambes le supporteront-elles? Mais Jojo n'essaie pas de marcher. Grand chien blanc, il approche à croupeton, à grands bonds glissés sur les planches sonores du balcon, et déjà il est près de la fenêtre d'Adèle. Comme chaque nuit, il presse contre la vitre où brille la lune son visage gras et pâle, avec une grimace douloureuse, et il parle d'une voix dolente, insistante. Il raconte en pleurant qu'on lui enferme ses béquilles dans l'armoire pour la nuit, et qu'il doit courir à quatre pattes comme un chien. Mais Adèle est inerte, entièrement plongée dans le rythme profond du sommeil qui passe à travers elle. Elle n'a même pas la force de remonter la couverture sur ses cuisses nues, et ce n'est pas sa faute si sur son corps cheminent des punaises, des rangs et des colonnes de punaises. Les abdomens minces et légers en forme de feuilles le parcourent avec tant de délicatesse qu'elle ne sent pas le moindre frôlement. Ce sont de petits sacs à sang, des sachets plats couleur de rouille, sans yeux et sans physionomie. À présent, elles avancent par clans entiers, telle une grande migration de peuples divisés en tribus et familles. Elles montent le long des jambes, de plus en plus grandes, aussi grandes que des papillons de nuit, que des portefeuilles, énormes vampires rouges sans tête, légers, en papier, avec des pattes plus immatérielles qu'une toile d'araignée. Quand les dernières punaises attardées sont passées, ont disparu, et encore une énorme, puis une dernière, il se fait un silence absolu. Et tandis que l'aube grise s'infiltre dans les chambres, le sommeil profond passe dans les couloirs vides et dans les appartements. Dans tous les lits, les gens sont couchés, les genoux remontés, le visage rejeté de côté, visage recueilli, noyé, abîmé dans le sommeil. L'air fervent et absent, ils tiennent convulsivement le sommeil tel qu'ils l'ont saisi, et leur respiration erre toute seule sur de lointains chemins. Au fond, c'est une seule histoire divisée en chapitres, en chants répartis entre les gens endormis. Lorsque l'un d'eux se tait, un autre reprend son motif, et l'histoire avance ainsi de ci de là, en zigzags épiques, alors qu'ils gisent inertes, graines de pavots dans les cavités d'une grande capsule, et leur souffle les fait avancer vers l'aube. Et c'était encore une fois une traduction de Thérèse Douchy. Et vous l'aurez compris, c'est donc la fin
de la nouvelle Jojo. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro. Bonsoir Dimal, bienvenue sur le live. Comment tu vas? Alors, je suis désolé. Je sais que le live d'aujourd'hui est très court. Enfin, relativement court, parce que bon, ça fait quand même 1 heure. Mais voilà, j'ai fait ma découpe, je pense, du mieux possible. Et je vous reviendrai donc vendredi pour la suite et fin du recueil de nouvelles Le Sanatorium au Croque-Mort. Avec non pas 2 cette fois-ci, mais 3 nouvelles. Il y aura la nouvelle Le Retraité, La Solitude et La Dernière Fuite de mon père. Donc on va retrouver la figure du père. Encore une fois, on voit que en fait, Schultz crée un écosystème très étrange et à la fois très cohérent, dans lequel on se retrouve bien finalement. Parce que c'est vrai que de nouvelle en nouvelle, il emploie des images assez, je vais dire, qui ont des parentés. C'est-à-dire que voilà, il a des thèmes de prédilection qu'il va souvent réutiliser, etc., etc. Et même si les nouvelles peuvent très très bien se lire séparément, il y a toujours des petits indices qui viennent nous réaffirmer qu'on est bien dans le même univers, qu'on est bien avec le même narrateur, avec les mêmes personnages, même si justement, bah voilà, vous savez, j'aime à dire que Bruno Schultz, il travaille le flou artistique très très bien, et justement dans son flou artistique, on pourrait même se demander si les personnages qui ont le même nom, etc., etc., font vraiment partie de la même réalité, parce que voilà, c'est vraiment très nébuleux, etc. Mais à la fois, on se repère un petit peu dans cet univers nébuleux, dans cet univers presque onirique de rêve. On prend quelques marques de ci de là, on a quelques repères. Et là, la nouvelle Dodo et Jojo était très particulière parce que on se centrait pas du tout sur le narrateur, sur l'histoire du narrateur ou quoi que ce soit, et pourtant ça appartient encore une fois au même monde. Enfin, c'était très très étrange, mais c'était sympathique. Et Dodo et Jojo, j'ai l'impression que c'était un peu des nouvelles qui s'attardaient sur... bah pour Dodo, c'était la famille éloignée, et pour Jojo, c'était un peu le voisinage proche. Sachant que, en plus, sa famille faisait partie de son voisinage. Donc c'est vrai que c'était 2 nouvelles un peu sur le voisinage du narrateur quelque part. Et je trouve que ouais, ça a bien participé de la toile de fond, du flou artistique diffus, qui crée la toile de fond de l'univers de ce recueil, Le Sanatorium au Croque-Mort. Donc ouais, elles étaient assez anecdotiques, elles avaient pas grand chose à raconter, et à la fois elles disent beaucoup de l'univers de Schultz, et de l'ambiance, du monde exploré dans ce recueil de nouvelles. Donc très sympathique, très sympathique. Au final, je vous avoue que ça me fait moi plutôt du bien que ça a été un live assez court, parce que je commence à être pas mal fatigué, et comme je vous le disais, j'ai le nez bouché, la voix cassée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler déjà. Je vais continuer à travailler toute la semaine pour vous amener des lives de qualité en fin de semaine. Et puis je vais me reposer la voix jusqu'à vendredi. Donc jusqu'à vendredi, je vous le dis, il n'y aura pas de live. Je vais pas faire de live chaotique, je vais pas faire de live imprévu de gaming. Donc voilà, jusqu'à vendredi, je vous le dis, je disparais des réseaux, à part pour mettre les rediffs, etc. Et puis voilà, on est bon. Merci Zicto pour ton resub, un 3e mois consécutif, ça fait plaisir mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. En plus c'est trop bien, je gagne des emotes en ce moment, il y a un event où on gagne des emotes pour... ouais, c'est pour 2020, c'est ça. Donc je gagne des emotes grâce à vous. Vous faites trop plaisir les gens. Du coup, merci encore à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci l'écoute aux portes et Zicto pour votre renouvellement d'abonnement, ça me fait très plaisir. Merci Dielios pour ton follow et tes petits commentaires de soutien et d'encouragement, ça me touche aussi. Et puis merci Dimal d'être passé également. Merci à tous ceux qui seront passés dans l'ombre, pardon, ou à tous ceux qui seront passés sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube. Je sais que Bruno Schultz a du mal à trouver son public parce que forcément c'est un auteur moins connu, etc. Donc peut-être que les gens sont plus réticents à venir voir. Mais n'hésitez pas à soutenir ces lectures sur Bruno Schultz avec un petit j'aime,
Après, si vous avez vraiment pas aimé, vous avez le droit de mettre un dislike, hein, mais bon, que ce soit raisonné et que ce soit justifié. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Discord, ou pourquoi pas à me rejoindre à l'occasion sur Twitch, ça serait avec grand plaisir, comme l'a prouvé Dielio ce soir. Et oui, c'est ça, Zicto, c'est la fin. Désolé, ce soir je fais court. Donc comme je le disais, je vais travailler toute la semaine pour les lives de la fin de semaine qui seront les derniers lives de l'année, les derniers lives de la saison 2020 de Planétéo. Donc soyez au rendez-vous, ça va être des lives un petit peu expérimentaux où il risque d'y avoir du fail, mais s'il n'y a pas de fail ou s'il n'y en a pas trop et que c'est limité, normalement on devrait bien s'amuser et normalement on devrait passer de bons moments ensemble avec des expériences un petit peu nouvelles sur la chaîne, donc ça va être très cool. Je vous rappelle brièvement les rendez-vous. Vendredi, dernier live de lecture sur le Sanatorium au Croque-Mort. On terminera la lecture. Dimanche à 20h30, tout premier live sur mon jeu de rôle Terres Hostiles en compagnie de Jumpy, le Jérôme légendaire et Mirani. Et enfin, lundi à 21h, le dernier live de l'année sur la chaîne Planétéo, le live mini-concert acoustique avec 10 chansons à la guitare et au chant. J'ai l'impression de beaucoup me répéter, désolé, j'ai pas envie de vous... Je déteste qu'on me mette martel en tête, donc j'espère pas trop vous harceler avec tous mes rendez-vous à chaque fois, et à chaque fois je répète, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais j'essaie d'être le plus complet possible pour que les gens sachent ce qui se passe et quand. C'est vrai qu'en plus c'est très compliqué sur internet en fait. Par la manière dont fonctionnent Facebook, Twitter, Discord et tous les réseaux sociaux en vérité, les algorithmes de tous les sites que j'utilise, etc. En fait, c'est compliqué sur Internet de diffuser un message à toute sa communauté, etc., etc. Donc c'est vrai que j'essaie de glisser le plus souvent possible dans les intros et dans les outros de mes lives les rendez-vous à venir pour qu'un maximum de gens soient au courant. Voilà, voilou. Encore merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et cette fois, je me tais et je vous souhaite encore une bonne soirée, une bonne nuit. Putain, faut vraiment que je me soigne. Faut vraiment que je fasse une pause. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pause dans les lives, et je pense que ça me fera du bien. Parce que là, ces temps-ci, même en animation, je sens que j'arrête pas de me répéter, etc. C'est terrible. Bref, je vous laisse tranquille, des bisous. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!